Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Nous sommes ravis avec toute l'équipe et avec nos invités de vous retrouver pour commenter et analyser les grands points de l'actualité internationale. C'est ce jeudi, le 1er décembre, qu'une cellule terroriste projetait de commettre un nouvel attentat à Paris, un attentat de grande envergure selon les termes du président de la République française, François Hollande. Les 7 membres de cette cellule ont été arrêtés il y a quelques jours, ce qui pose une nouvelle fois la question de la menace terroriste qui pèse sur la France, mais aussi sur les autres pays européens. L'a-t-on suffisamment anticipé? Les dispositifs mis en place en urgence pour la contenir sont-ils efficaces? C'est ce que nous verrons dans une première partie. Et puis, juste après la pause, nous évoquerons le rôle déjà maintes fois reconnu et salué du Maroc dans la lutte antiterroriste, puisque selon plusieurs sources, c'est avec l'aide des services du Royaume que cet attentat a pu être déjoué. Nous reviendrons donc sur l'efficacité des services marocains en la matière, une efficacité sur laquelle nos confrères de la chaîne franco-allemande Arte sont revenus il y a quelques jours dans le cadre d'un documentaire. Et nous évoquerons aussi les avancées dans cette coopération entre le Maroc et l'Union européenne, une coopération qui a été l'objet d'une visite de notre ministre de l'Intérieur à Bruxelles mi-septembre. Et pour évoquer tous ces sujets avec nous ce soir et nous éclairer, nous recevons sur ce plateau M. Kamel Naïm. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication de Quid.ma. Bienvenue. À vos côtés, le professeur El-Mustafa Rezrazi. Alors vous avez plusieurs titres, mais on en cite quelques-uns. Vous êtes expert en relations internationales, en résolution de crise, en études stratégiques. Et surtout, vous êtes l'auteur, entre autres publications, du livre gris du terrorisme au cœur de la coopération sécuritaire Maroc-Europe qui évoque l'efficacité justement de la lutte antiterroriste marocaine. Bienvenue, professeur Rezrazi. Et enfin, également avec nous, monsieur Rachid Benlebah. Bonsoir. Vous êtes professeur-chercheur à l'Institut des études africaines et vous êtes spécialiste des questions sur le djihadisme et sur les conflits identitaires. Un beau plateau, merci messieurs d'être avec nous. Alors juste avant de commencer sur le sujet que j'ai évoqué, cette menace terroriste, un petit mot sur l'autre actualité du jour qui n'est pas sans lien peut-être avec notre sujet principal, la victoire de François Fillon hier aux primaires à droite en France. Ce sera le candidat de la droite pour les présidentielles dans quelques mois. Que signifie pour vous cette victoire de la droite dure, comme on dit, en France, et que laisse-t-elle présager pour cette campagne présidentielle? Monsieur Naïm. J'aimerais d'abord dire que c'est la faillite de la prétention sondagière. Après le Brexit, après Clinton et Trump, aujourd'hui c'est François Fillon que personne n'a donné à l'arrivée de ces primaires de la droite, les premières en France, après celle de la gauche en 2012. Donc il y a ce constat, mais maintenant pour revenir sur François Fillon, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui en France qui est très profond. C'est le retour d'une droite classique, je dirais pas néocoloniale ou coloniale, mais qui tire son héritage linguistique et son héritage discursif de ce passé. Il est également très identitaire et il est également nostalgique des racines, à juste raison d'ailleurs, chrétiennes de la France. C'est-à-dire jusqu'à, on l'a vu lors de la tentative de la Constitution européenne qui a été votée, qui a été refusée, c'est-à-dire de reconnaître dans le préambule, que la culture chrétienne de l'Europe qui a été rejetée puis qu'on est revenu. C'est un débat qui vient de là et qu'aujourd'hui est en train de trouver son couronnement et que peut-être les Français sont en train de dire que c'est peut-être la meilleure façon d'exprimer ce besoin identitaire qui ne veulent plus qu'il soit noyé dans l'intégration et dans le pas l'identitaire, dans le communautarisme, et ils veulent qu'on revienne à une politique d'assimilation. Fillon l'a dit, quand on va chez quelqu'un, on lui impose pas sa loi. Quand on est invité chez quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'intégrer ses lois. Monsieur Benlebah, une réaction? Juste une réaction par rapport à la dimension chrétienne. Vous savez, une droite en Europe, du nord au sud, une droite qui ne serait pas culturellement chrétienne est presque une aberration. Mais je dirais juste
le candidat François Fillon. D'abord les primaires, c'est une nouveauté. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'elle a apporté des surprises. Hein. Et en même temps, il y a eu une très forte mobilisation à droite. Et il faudra retenir ça, parmi les jeunes aussi. Mais ce que je dirais, c'est qu'en fait, il y a eu quelque part une sorte de choix raisonnable entre une droite un peu dure, représentée par Sarkozy, et une sorte de droite progressiste représentée mais ce qui serait intéressant de voir, c'est que en fait, c'est le choix entre deux modèles. D'un côté, on est dans le modèle de Juppé, un modèle plutôt d'une société multiculturelle, et un modèle plutôt celui d'une société assimilationniste. Et je crois un modèle identitaire. Et donc on est un peu dans ça. Mais je dirais juste rapidement, Fillon, il a gagné parce qu'il a été cohérent. Cohérent à la fois en termes de communication, en termes d'assises idéologiques et en termes de comportement. Monsieur Rezazi, un petit mot? Bon, pour moi, c'est le début du syndrome Trump en Europe, et justement qui génère et qui renforce toute une dépression qui a commencé il y a 4 ans chez l'opinion publique européenne et qui est justement déterminée tout d'abord par les side effects de la crise économique et cette crise sécuritaire qui a déclenché depuis 2013-14 et qui a pris son pic avec les événements de Paris. Donc tout est lié. Merci pour cette réaction. On revient maintenant au cœur du sujet. Je vous le disais en introduction, un attentat a été déjoué il y a quelques jours avec l'arrestation de 7 personnes en France qui projetaient de commettre un attentat de grande envergure. On reprend les termes du procureur de la République de Paris, François Molin, le 25 novembre. C'est un passage à l'acte imminent qui a été déjoué sur notre sol. L'état de la menace est et demeure particulièrement élevé. Un sentiment renforcé par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui lui s'est exprimé dès le lendemain de l'arrestation, le 21 novembre, en disant également « Jamais la menace terroriste n'a été aussi élevée sur notre territoire. 418 interpellations d'individus en lien avec des réseaux terroristes ont été réalisées depuis le début de l'année, dont 43 depuis novembre. » Alors, messieurs, cette menace terroriste, il y a plus de 17 attentats qui ont été déjoués en France depuis le début de l'année, 43 interpellations pour le seul mois de novembre. Est-ce que le risque s'accroît? On a l'impression qu'il y a une sorte d'escalade. Est-ce que vous partagez ce sentiment et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Monsieur Rezazi? Oui, évidemment, cette opération antiterroriste s'inscrit dans toute une logique régionale. Ce n'est pas seulement la France qui est en train de contrecarrer ces menaces, mais on trouve aussi en Espagne, depuis 2015, 216 djihadistes cellules qui ont été démantelées, plus que 15 opérations qui ont été déjouées. Au Maroc, c'est presque les mêmes efforts qu'on a vus avec le PSIJ. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important dans ces 2 cellules de Strasbourg et de Marseille, c'est le profil de ces terroristes. On va y revenir. Et les modalités justement de coopération entre les deux. Mais généralement parlant, la menace, elle est là, elle est réelle. Et ça va aggraver, à mon sens, dans les mois qui viennent, avec la chute de l'État islamique. La chute de l'État islamique, vous nous expliquerez pourquoi cette vision. J'enchaîne pour dire que ce n'est pas la première fois, malheureusement, mais c'est juste pour dire que ça ne sera pas la dernière fois. Ce que je voudrais relever là, que depuis le début des attentats avec Charlie Hebdo, bien avant Charlie Hebdo avec Mohamed Merrah, oui. Hein, la série d'attentats. Mohamed Merrah, mars 2012 déjà. Mars 2012 déjà, qui agissait en loup solitaire, qui assassinait à bout portant, et puis disparaissait dans la nature. Puis on a vu le Charlie Hebdo, on a vu le Bataclan, puis on a vu Nice. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les réseaux démantelés,
qu'en France, du moins en France, en Espagne également, on est en train d'adopter enfin cette démarche qui a été celle des services marocains, notamment le PSI, ce qu'on appelle une démarche anticipatrice. C'est d'arriver... Alors, pour le coup, vous anticipez beaucoup sur ce qu'on va évoquer dans la deuxième partie. Mais c'est important de le dire, parce que cette fois-ci, ils ont réussi quand même à dévancer des attentats, une série d'attentats qui allaient toucher, qui essayaient, de moins, selon les informations, qui ont été exfiltrés, ou qui ont filtré jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans la marche. Mais également, il y a une intensification parallèle de la menace terroriste. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle va crescendo. Avant, on essayait d'attaquer des lieux attaquables, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas normalement protégés. Or, si les informations sont justes, les attentats du 1er décembre visaient le siège même de la DGIC, le palais de justice, le palais de justice, transisqué des Orfèvres, c'est-à-dire celui de la police judiciaire française, et les Champs-Élysées. Donc, il y a des cibles un peu plus élevées et donc, symbolique aussi, parce que s'attaquer au service et à la police judiciaire... Mais c'est comme si vous me dites, on va s'attaquer au ministère de l'Intérieur au Maroc. Donc, c'est des lieux protégés. Le Bataclan n'était pas protégé. Les gens du 14 juillet à Nice n'étaient pas protégés. Bon, il y avait la sécurité normale qui se fait en paresse. Mais là, ce sont des lieux qui sont en permanence sécurisés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est dans la logique de la guerre, qui a été le mot qui a été employé par les différents responsables politiques en disant « nous sommes en guerre contre l'État islamique ». Est-ce que symboliquement, le fait de viser le siège d'autorité judiciaire, le siège d'autorité sécuritaire en France, ça ne rentre pas justement dans cette logique de guerre entre deux entités étatiques ou des institutions étatiques? Monsieur Benlebah? Écoutez, une guerre, ça veut dire que bon, on est plutôt dans un conflit symétrique, classique, alors que là... On est dans la symbolique, je parle de la guerre au niveau du symbole. Mais en tout cas, oui, alors on n'en parle plus. Là, on est en guerre, ça a été dit à un moment donné, dans un contexte précis, et puis plus jamais on avait utilisé ce terme, on l'évite. Pourquoi? Parce que ça crée beaucoup de confusion. Mais l'important, moi je voudrais juste revenir à votre question de départ. Il faut savoir que bon, il y a un contexte régional immédiat. Nous avons la guerre de Mossoul, et donc il y a certainement, après la défaite dans quelques mois, il faudra voir, parce qu'après Mossoul, il faut passer en Syrie, il y a Raqqa et tout ça. Donc c'est un long chemin à parcourir, mais en même temps, les milliers d'Européens, donc les combattants étrangers dans ce qu'on appelle la zone syro-irakienne, certainement, ils voudront, après la défaite, ils voudront revenir en Europe. Alors bien sûr, il y a les différentes trajectoires, les routes, soit par l'Est européen via la Turquie, soit par le Yémen en passant par l'Afrique. Et c'est là où j'en viens. Donc il y a un contexte, il y a le retour et il y a la Libye aussi. Donc finalement, les deux régions sont des foyers potentiels de retour en Europe. Et bien sûr, après, on verra l'impact sur les pays d'Afrique du Nord et le Maroc. Alors, mais ça, c'est régional. Un chiffre sur ces jeunes Européens que vous évoquez. Selon le Centre international de lutte contre le terrorisme, ce sont des chiffres qui ont été publiés le 1er avril dernier. Il serait aujourd'hui entre 3 900 et 4 500 Européens à être aujourd'hui en Syrie et en Irak. C'est juste pour avoir une idée du chiffre des personnes présentes. Après, il y a les femmes, il y a les enfants mineurs. Il y a les enfants mineurs, il y a... les 7 suspects arrêtés, aucun d'entre eux n'était connu des services terroristes. Je vous laisse terminer, monsieur Benlebah. Puis après, il y a le contexte national. Il faudra savoir que la France, elle a subi sans déjouer. Sans déjouer d'attentats, elle a subi Charlie Hebdo en janvier 2015, puis il y a eu l'attentat du Thalys, puis du 13 novembre 2015. Il y a eu le meurtre des 2 policiers à Magnanville, celui de Saint-Étienne-du-Rouvray. Une suite traumatique, qui a traumatisé l'opinion publique. Alors, il fallait absolument, après, prendre les choses en main et mettre en confiance la société traumatisée. Et donc, être dans cette situation, dire il y a un État.
et un État avec des institutions capables de protéger la société et donc d'imposer la paix et la sécurité en France. Alors ça, donc là, on est à l'échelle d'une communication publique qui est d'une extrême importance. Et les Français, ils en sont conscients. D'ailleurs, il faut juste revenir au premier document définis par la France dans leur sécurité intérieure et de défense contre le terrorisme, le fameux livre blanc. Ils insistent sur la dimension de communication. Donc il y a cette dimension de communication. Dire que les différentes institutions relevant soit de la justice, soit de l'armée, soit des services de sécurité, soit des organes pénitentiaires, parce que il faudra voir. On fait de l'enquête, on fait du suivi, on fait de la surveillance, à la fois sur ceux qui sont considérés comme actifs, dits terroristes ou djihadistes, et ceux qui sont radicalisés. Donc on essaye de voir, il y a ces deux approches différentes. Et ils donnent beaucoup de chiffres. D'ailleurs, vous en avez délivré, on parle de 15 000 envois de radicalisation, on parle de 5 000 djihadistes, 1400... De l'évolution des et ainsi de suite. radicalisés. Donc on donne des chiffres pour dire que les institutions de l'État travaillent, et surtout... Et peuvent quantifier la menace, Oui, d'une certaine manière. exactement, et c'est bienvenu au mois de décembre. Donc, il y a la réalité de la menace. La menace est réelle parce qu'il y a un contexte régional qui fait que, il y aura un retour, et aussi, il y a une reconstitution d'Al-Qaïda, je voudrais revenir sur ça, qui pourrait être... On y reviendra tout à l'heure. Juste, monsieur Zrazi, juste un petit oui. complément. Il y a également la justification de la reconduction de l'état d'urgence jusqu'au présidentiel de mai 2017. C'est bien de le rappeler. Monsieur Razarazi, votre réaction, on a parlé du contexte régional, la fin de l'État islamique que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que le contexte se prête peut-être à une accélération des tentatives d'attentats parce que aujourd'hui on est en train de décapiter ou en tous les cas de mener une bataille très dure contre l'État islamique, notamment à Mossoul, vous l'avez rappelé. Oui, généralement, la performance de l'État islamique elle est un peu différente de celui de Al-Qaïda. Et c'est très clair, comme mon ami et collègue Rachid a mentionné, il y a tous les ingrédients qui projettent sur la fin de l'État, pas les djihadistes. Dans de la quelques structure. mois, oui, en Syrie, beaucoup moins en Irak. C'est le contraire de ce que les chercheurs français pensent. L'Irak, ça va continuer un peu, mais il y a la Libye aussi, sauf que la Libye est là, ses ressources d'attraction du sud. C'est l'Égypte, c'est le Tchad, c'est le Mali, c'est la Mauritanie, c'est l'Algérie, c'est la Tunisie. Alors, l'Europe, il reste beaucoup plus exposée à ce qu'on appelle les combattants étrangers installés actuellement en Syrie, en Irak. Et ça, c'est les conditions réelles, ou plutôt physiques de la chose. Deux, c'est les services de renseignement européens qui nous informent qu'ils ont des dossiers sur des cellules dormantes. Alors ces cellules dormantes, normalement, dans une lutte où le centre de commandement de l'État islamique en chute, il va être réactivé pour contrecarrer, pour diminuer un peu les dégâts sur leurs frères, comme ils disent. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le profil de ces djihadistes arrêtés. Il y a 5 Français, un Marocain et un Afghan. Ce qui est étonnant, c'est que sur ceux arrêtés par exemple à Strasbourg, aucun n'était connu des services antiterroristes et certains n'avaient même pas de casier judiciaire. Est-ce qu'il y a là aussi une évolution du profil des personnes susceptibles de tomber dans ce terrorisme? Il est en tous les cas très différent, parce qu'on a des gens qui ont dépassé la trentaine. Oui. On n'est plus en présence de Oui, jeunes. c'est plus des jeunes, absolument. Il y a des gens Ils sont, qui sont parents. à Strasbourg, ils sont âgés de 35 à 37 30 à ans, 35 et la ans, personne 37 ans. arrêtée à Marseille avait 46 ans. Et il y a des gens qui sont parents d'enfants. Donc c'est des gens installés. On n'est plus dans ce qu'on appelait... Les profils fragiles. Les profils fragiles qui ont flirté avec la pègre, avec la délinquance et qui se reconvertissent comme manipule qu'on utilise. Là, on est devant des profils tout à fait mûrs. C'est-à-dire mûrs intellectuellement, entre guillemets,
mûrs culturellement et également dans leur vie. On voit quelqu'un, il travaille dans le périscolaire, ils sont installés. Ce n'est pas vraiment le profil qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est un autre profil vraiment qui est en train de changer la donne s'il se confirme. Alors, autre facteur aussi, ce sont des amis de longue date. Ce sont des gens qui viennent du même quartier à Strasbourg, qui se connaissent depuis très longtemps. Est-ce que là aussi, c'est... se connaissent, mais ne se rencontrent pas. Ça, c'est une construction française. C'est des amis d'enfance qui se sont perdus de vue, puis qui se sont retrouvés dans une messagerie codée. Tout ça, il faudrait être prudent. Parce qu'on peut être l'objet de manipulation, d'intoxication. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Pour moi, la seule chose... Les sources sont celles de l'enquête. C'est ça. La seule chose acquise pour nous aujourd'hui, c'est que nous sommes en présence de profils différents par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Monsieur Al-Salazi, pour vous, c'est significatif ce changement de profil? Dans la même logique de Naïm, l'âge, elle est très significatif dans cette affaire parce qu'on est devant une catégorie, une tranche de 25 ans à 37 plus 1 qui a dépassé les quarantaines. Alors ça, c'est le profil classique de recrutement dans un groupe islamiste et non pas un groupe terroriste. C'est quoi la différence? Cette capacité de recruter dans 6 mois, ça ne marche pas avec cette tranche d'âge, normalement. Bon, selon les recherches qu'on a abouties. Vous voulez dire que la radicalisation rapide marche sur des personnes plus jeunes? Justement, les plus jeunes, c'est les ados, c'est les mineurs. Mais pour une catégorie de 35 ans, 47 ans, je crois que ça complique la donne même pour les renseignements français, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas été sous contrôle, mais leur âge, il peut renvoyer à une longue implication dans le djihadisme. Et ça, c'est très important à relever. On n'est plus dans les profils de radicalisation express qu'on a connus ces derniers mois. Est-ce qu'il existe vraiment cette radicalisation? C'est un autre sujet. La deuxième donne, c'est les modalités de contact entre ces deux groupes. Alors, c'est une modalité qui est très sophistiquée au niveau d'usage de technologie. Et la troisième, c'est justement, vous avez dit qu'il n'était pas connu par les renseignements, à part un, qui était suivi par les autorités ou les renseignements marocains. Et justement, c'est grâce à ces données-là qu'on a pu identifier cette cellule. Ils ont pu identifier les autres. Monsieur Bilbah, un petit mot avant qu'on fasse la pub sur ces profils? Oui, enfin, écoutez, on parlera. Et je crois que les autorités françaises n'iront pas jusqu'à manipuler pour faire une action de communication à la veille des fêtes de Noël de fin d'année. Je crois que la menace, elle est sérieuse. Mais on a le droit de poser certaines questions, parce que déjà l'âge, il y a le mode opératoire. Généralement, les affiliés à l'organisation État islamique, ce qu'on appelle couramment Daesh, ils ont des modes opératoires spécifiques. Généralement, ils utilisent des fusils mitrailleurs, ils utilisent bien sûr des ceintures explosives. Ouais, exactement. Alors que là, ce qu'on a trouvé, on a trouvé un pistolet de type autrichien, je crois que c'est Glock s'appelle, et puis quelques petites armes. Donc, mais en même temps, l'affaire de l'âge, moi, elle me fait penser beaucoup plus à une appartenance à une sphère d'Al-Qaïda, par exemple. On est quelque part dans ça, on se dit, oui, déjà, l'âge, il n'a rien à voir avec l'organisation État islamique, et puis en même temps, ils n'ont pas fait le déplacement. Et c'est important Certains ont essayé, je crois que deux d'entre eux avaient essayé de partir. Oui, essayé, mais finalement, donc du coup, on s'est dit, oui, il faudra attendre, mais on n'a pas reçu suffisamment d'éléments de la part autant des enquêteurs ou du procureur qu'ils ont arrêté il y a juste une Paris. semaine. Mais il faudra attendre. Merci beaucoup, messieurs. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite du débrief. À tout de suite.
De retour sur le plateau du débrief, merci d'être avec nous. On se retrouve donc avec nos invités pour poursuivre la discussion sur la lutte antiterroriste en France et sur le rôle des services marocains aussi dans cette lutte antiterroriste. Juste avant la pause, on parlait du contexte international, l'État islamique qui est mis en difficulté, de l'impact que ça peut avoir. Et puis il y a aussi le contexte national, notamment en France. On est à 5 mois des présidentielles. Alors est-ce que ce timing va avoir un impact sur à la fois la campagne et sur ce qui va se passer ces prochains mois? Mais je crois que l'impact est déjà visible depuis le début de ce processus. Et il est mis bien avant. Mais bien avant que ça se produise vraiment. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ces attentats, non, sur le fait de la droitisation et du repli sur l'identitaire, pas seulement de la France. Il faut pas qu'on se ferme sur le... on le voit en Autriche, on le voit un peu en Allemagne, on le voit en Espagne, on le voit un peu partout en Europe. Et agit comme un accélérateur sur ce mouvement de droitisation et de retour ou de repli sur l'identitaire en Europe. Ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas convaincu que ce qui se passe à Mossoul est vraiment sérieux. Mettre autant de mois avec tant d'armées et tant de moyens sous prétexte qu'il y a des civils alors qu'il y a des civils partout. Il y a également des civils à Alep. Et dire que c'est parce que on a peur que les civils, on a peur qu'il y ait des mines, on a peur qu'il y ait des embuscades et qu'on voudrait entrer progressivement, c'est qu'on n'a pas vraiment la volonté. Quand on a voulu détruire l'Irak, on l'a détruite en 10 jours. On l'a détruite en 10 jours. Donc il y a quelque chose qu'il faudrait savoir, raison garder, avant d'aller que vraiment on a envie aujourd'hui, dans les stratégies occidentales, pour ne pas rester que dans la France, dans les stratégies occidentales, qu'on a vraiment envie d'en finir, parce que je crois que le programme est loin d'être terminé. Il y a encore l'Égypte, il y a encore le Soudan, il y a encore l'Algérie. Tout ça, ça va venir. Il ne faut pas rêver. Tout ça, c'est prédestiné. Ça remonte à la première guerre du Golfe. Ça s'est accéléré avec la deuxième guerre du Golfe, qui a vraiment fait imploser la région. Et c'est un processus qui est un peu plus compliqué depuis qu'on nous a sorti l'idée du Grand Moyen-Orient. C'est un processus très long. Et il faudrait peut-être revenir aux mémoires de Hillary Clinton pour retrouver les traces de ce qui se passe. La réaction de l'armée égyptienne a quand même un peu été réussie à enrayer le processus, mais pas pour toujours, pas pour éternellement. Alors revenons à ce qui se passe aujourd'hui. On ne va pas prophétiser sur ce qui va se passer dans la région prophétise pas, ces prochaines années. Revenons à aujourd'hui et à la lutte antiterroriste et notamment au rôle du Maroc dans cette lutte antiterroriste. Je vous le disais tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, M. Hassad, était en visite à Bruxelles le 7 septembre dernier. À l'occasion de cette visite, il a annoncé la signature d'un nouvel accord dont les termes ne sont pas encore dévoilés, de coopération avec Europol. Et voici ce que disait ce jour-là, dans une déclaration à la presse, Dimitris Avramopoulos, le commissaire européen aux affaires intérieures et à la migration. Après cette rencontre, donc le 7 septembre dernier, il a dit « Le Maroc est un partenaire important pour l'Europe dans le domaine sécuritaire, dans un contexte régional et international marqué par la recrudescence du terrorisme et la montée de l'extrémisme ». Ce rôle du Maroc a été salué à maintes reprises. Sur quoi repose l'efficacité du système marocain? Monsieur Rezrazi, vous y avez consacré un ouvrage, je vous donne la parole. Bon, tout d'abord pour ce rôle-là, ce n'est pas la France toute seule. Alors, depuis 2009, le Maroc a joué un rôle primordial pour déjouer plusieurs opérations terroristes en France, en Espagne, en Danemark, Norvège, les États-Unis, Koweït et d'autres pays. Mais cette coopération, justement... Avant l'attentat de juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray, les services marocains avaient transmis aux services français cette menace avec la photo d'un des individus, justement. Alors, la coopération, je crois qu'elle est là, et elle est encadrée par, je crois,
une construction de doctrine marocaine qui s'inscrit sur le fait que la coopération sécuritaire relève de l'intérêt national tout d'abord. Ce n'est pas protocolaire, ce n'est pas un extra. Et ça, ce qui a donné justement une force dans cette contribution marocaine avec les pays européens et même africains. Deuxième donne, je crois que la visite de M. le ministre Saad à Bruxelles s'inscrit aussi autour de quelques difficultés que le Maroc trouve dans cette coopération parce que le Maroc a fait plusieurs propositions pour faire des réformes dans les modalités de coopération et on trouve, personnellement en tant que chercheur, je peux lire la chose pas seulement entre le Maroc, mais ça c'est un problème entre les pays du Nord et les pays du Sud, on trouve un déséquilibre dans la perception européenne de l'aide sécuritaire. Mais c'est en train de changer. Oui, espérons que ça va changer, parce que avec l'Espagne, par exemple, les choses marchent plus confortables, plus vite, parce qu'il y a des installations techniques au niveau de la coopération. Avec des pays européens, la coopération, parfois, elle est limitée à l'échange de l'information, parfois, elle est plus stratégique au niveau des dossiers assez larges. Mais il y a une accélération quand même aujourd'hui de cette demande de l'aide du Maroc. Je rappelle juste quelques visites. Oui, fin il y a novembre une accélération. 2015. Pour qu'on soit dans le concret, pour donner des exemples précis de cette demande de l'Union européenne, fin novembre 2015, donc peu de temps après les attentats du Bataclan, on a eu la visite de représentants d'Europol à Rabat. Quelques mois plus tard, en janvier 2016, c'est le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte antiterroriste, Gilles de Kerchove, qui était lui aussi en visite à Rabat. Le 20 octobre dernier, à Paris, il y a eu une réunion des procureurs de la lutte antiterroriste de 4 pays qui se sont réunis. Il y avait la France, l'Espagne, la Belgique et puis le Maroc. Donc il y a quand même une demande ou une reconnaissance de l'efficacité du Maroc en la matière. Oui, je dirais, il se structure maintenant, de plus en plus. Maintenant, elle est en cours de structure. Mais avant, il y avait pas mal de difficultés. Je disais pas des problèmes, mais des difficultés qui relève même, je ne suis pas un technicien de la chose, mais on parle même de ce qu'on appelle les grilles d'alerte, ils sont différents. Quand, par exemple, un pays fait l'alerte 5 ou orange, je ne sais pas, 13, d'autres pays qui ont des modalités assez différentes et ça peut jouer contre justement l'intérêt commun de cette coopération. Monsieur Benlebah? Je dirais juste, depuis les attentats de Casablanca, donc, déjà, sur 13 ans, je crois que le Maroc, il a accumulé une certaine connaissance pratique, un savoir-faire, certainement. Et il a eu le temps, au fur et à mesure, après, bien sûr, la guerre d'Irak et les fameux printemps arabes, avec les départs en Syrie et après en Libye. L'important, c'est que il y a eu une accumulation de connaissances, comme j'ai dit, pratiques, il y a du savoir-faire, et en même temps, il y a l'urgence de développer de nouvelles structures qui permettent aussi de mieux contrôler le champ de ce qu'on appelle l'extrémisme violent ou du djihadisme ou terrorisme. Donc il y a ça. En même temps, alors est-ce qu'on parle de sécurité intérieure ou on parle de stratégie de lutte contre la menace. Bien sûr, la menace. Alors, en termes de stratégie, je crois que c'est là où le Maroc il a gagné beaucoup de points, c'est qu'il est parvenu à mettre en place une approche intégrée où il y a la dimension judiciaire, c'est extrêmement important, ce qui a permis la création du bureau central de l'investigation judiciaire, tout en maintenant d'autres structures qui existaient, comme la police judiciaire, et puis après il y a les renseignements généraux. Alors tout ce qui relève du ministère de l'Intérieur, et bien sûr les services externes qui relèvent de la défense, avec la direction générale des études et de la documentation. Et donc ça, c'est les structures sécuritaires, autant civiles ou policières. En même temps, il y a la structure pénitentiaire.
judiciaire qui a été réformé, qui commence à jouer un très grand rôle. Parce que tout est affaire d'information. Sans information, on ne peut pas faire de la prévention. Alors, d'où vient l'information? Donc, on a, à l'échelle nationale, les services marocains, ils sont parvenus à développer des structures qui leur permettent, des canaux qui leur permettent de faire remonter l'information. Et sur cette base, il y a des analyses qui permettent à la fois d'identifier la menace ici chez soi et la menace en Europe du fait de la présence d'une très forte communauté marocaine ou issue de l'immigration marocaine qui sont européens. Je crois que c'est important. Et après, bien sûr, dans cette architecture, il y a la dimension de la réforme religieuse dont il faudra peut-être parler. Alors, parce que j'allais y venir. Je parle de résilience. La résilience, d'ailleurs, on avait fait un travail là-dessus. Un rapport sur la résilience djihadiste, parce qu'on a beau dire qu'on va en venir à bout de l'État islamique, l'organisation État islamique. On ne viendra pas pour autant à bout du djihadisme. Ou d'Al-Qaïda. D'ailleurs, Al-Qaïda est en train de se On va y reformer. revenir. On va y venir dans un instant. L'important, c'est ça. Mais juste, je vous donne la parole, Monsieur Narim, dans un instant, parce que vous avez précisé l'importance de l'information sur laquelle se base donc ensuite la stratégie de prévention et de lutte. C'est une stratégie dont les 3 axes ont été rappelés par Monsieur Hassad lors de cette visite à Bruxelles le 7 septembre dernier. Ces 3 axes, il les a précisés, c'est l'anticipation. Je vous donne la parole pour en parler. L'encadrement du champ religieux, vous l'évoquiez il y a un instant, et la lutte aussi contre toutes les formes d'exclusion. Et cette approche, juste pour vous donner une citation, parce que résumée par Hassan Saoud, qui est un expert sur les questions de sécurité, dans un entretien accordé au HuffPost Maroc en novembre 2015, parlant du Maroc, s'agissant des services marocains, nous sommes dans une école d'anticipation très aboutie et nous disposons de services préventifs qui agissent sur l'humain, contrairement à d'autres institutions de renseignement qui sont dans le technologique. Nous arrivons à allier les deux, ce qui est essentiel au niveau de l'approche. Nous avons aussi un décloisonnement des structures, vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Benlbah, de renseignement qui permet un travail transversal, c'est-à-dire un partage de l'information et une collaboration horizontale. Voilà un résumé donc de la vision marocaine. Monsieur Kamel Narim. J'allais à peu près dire, peut-être en d'autres termes, exactement la même chose. Vous savez, jusqu'en 2003, où il y a eu la déflagration de Casablanca, qui a pris de court tout le monde, les islamistes, qu'on ne percevait pas encore vraiment comme un mouvement terroriste, tel qu'on le définit aujourd'hui, étaient gérés par les renseignements généraux. Accessoirement par la DST, mais de manière pratiquement marginale. La déflagration de 2003 a fait réfléchir qu'on est là devant un autre processus. Et c'est là où on a vu la DST se spécialiser de plus en plus jusqu'à son devenir le détenteur central, d'abord en collaboration avec la BNPJ, la Brigade nationale de la police judiciaire, avant qu'on intègre les deux dans le SIG, pour essayer d'empêcher toutes les entraves d'ordre bureaucratique qui pouvaient empêcher une action rapide et agir dans les temps. L'anticipation, c'est quoi? L'anticipation, c'est avoir le renseignement au bon moment. C'est avoir, si on n'a pas le renseignement, on n'a rien. Et comment obtenir le renseignement? C'est ce qu'on disait, je l'ai noté ici tout à l'heure, il y a l'élément humain. L'élément humain, c'est quoi? C'est l'infiltration, la récupération, c'est-à-dire on infiltre des agents, on essaye de recruter à l'intérieur et de retourner à l'intérieur des mouvements des éléments qui vont collaborer ou coopérer avec les services. Et à côté de ça, on va avoir la surveillance technologique. On ne peut pas s'en passer. Il y a les écoutes, pour ne citer que ce qu'on connaît déjà, mais il y a aujourd'hui les réseaux informatiques, l'écoute à distance, les satellites. Il y a beaucoup de choses qu'il faut intégrer dans cette liste. C'est pas aussi simple. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on en est arrivé là. C'est beaucoup plus simple pour les Marocains parce que même quand on agit sur la France ou quand on agit sur la Belgique, on est des poissons dans l'eau. Ce que parfois les renseignements occidentaux n'arrivent pas à faire, c'est infiltrer, parce que
ne serait-ce que par faciès, ils sont détectables rapidement. Et c'est là où le Maroc... Ils ont besoin de cette collaboration. Et c'est là où le Maroc est opérationnel et peut être d'un grand apport. Alors, monsieur, je vous donne la parole dans un instant, monsieur Benbah. Monsieur Razrazi, je le disais, votre livre porte sur l'efficacité de ces services marocains. Pour vous, c'est quoi l'axe principal qui définit cette efficacité, qui est reconnu un rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU rendu public en juin 2015, affirmait que les services de renseignement marocains sont classés la plus puissante organisation de renseignement de la région MENA. Alors, à quoi on doit cette distinction? Alors, comme je dirais souvent, je crois que, à part, il y a des axes, il y a 5 axes que le Maroc a mis en faveur de cette coopération. Tout d'abord, la formation, notamment pour les pays africains. Puis l'échange de logistique, l'échange de l'information et l'échange de l'analyse de renseignement ou l'analyse stratégique. Et puis, il y a une excellence que le Maroc a développée dans ce qu'on appelle le terrorisme urbain. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, si on regarde quelques pays africains, on va trouver que c'est l'armée qui fait le rôle de la police. Mais au niveau de construction, renseignement, la police, ou les renseignements de police, renseignements urbains, ils travaillent avec des renseignements opérationnels. Par contre, par exemple, les renseignements de l'armée, c'est les renseignements stratégiques. Et c'est pourquoi que cette capacité chez le Maroc de mixer les approches, de mixer les acteurs civils et en tenue avec toute cette synchronisation a fait réussir cette coopération. Deuxième élément, elle est devenue, depuis 2014, je me souviens qu'il y avait une réunion à New York dont les renseignements marocains, les Habous, les affaires islamiques, et puis le ministère des Affaires étrangères, ils ont fait un exposé sur la plateforme marocaine de lutte contre le terrorisme. On trouve que le Maroc est arrivé à construire une doctrine paradiplomatique. Alors, ce que je veux dire par paradiplomatique, c'est renforcer la coopération au-delà des petites tensions qui peuvent arriver entre les pays, parce que la coopération sécuritaire est une affaire de 24/24, de toujours. De chaque instant. Justement, et ne devrait pas être affecté par des petites tensions qui peuvent arriver souvent diplomatiquement. Il nous reste très peu de temps, on a encore 2 questions à aborder. La première, je voulais vous redonner la parole sur la résilience en matière d'enseignement religieux. L'impact du discours royal du 20 août dernier a été très fort. Dans ce sens, on en rappelle juste quelques extraits. Voici ce que disait le roi Mohamed VI à l'occasion de ce discours. Les terroristes qui agissent au nom de l'islam ne sont pas des musulmans et n'ont de lien avec l'islam que les alibis dont ils se prévalent pour justifier leurs crimes et leurs insanités. L'ignorance les incite à croire que leurs agissements relèvent du djihad, mais depuis quand le djihad revient-il à tuer des innocents? Par ailleurs, ils instrumentalisent certains jeunes musulmans, plus particulièrement en Europe, et mettent tout en œuvre pour les amener à les rejoindre et à s'attaquer aux sociétés imprégnées des valeurs de liberté, d'ouverture et de tolérance. Ce discours a eu un fort impact parce qu'il montrait une rupture avec claire et une condamnation claire de certaines lectures de l'islam. Est-ce que pour vous, c'est aussi une des dimensions essentielles de la lutte antiterroriste? Certainement, comme société croyante. Donc le facteur religieux, l'islam, est déterminant dans la société marocaine. Alors c'est juste pour dire, quand je parle de résilience, la résilience, elle se décline à différents niveaux. La violence elle-même, la recrudescence de la violence djihadiste peut être un élément de résilience. Autant la violence, elle continue, autant le djihadisme est résilient. Il y a aussi l'élément de la communication. On a vu comment il y a eu une mutation à l'échelle de la communication et l'utilisation des médias avec l'organisation État islamique. Et puis, il y a un élément de résilience
au niveau de la doctrine. Alors, bien sûr, le Maroc, il a toujours mis en avant, bien sûr, l'institution religieuse Imarat al-Mouminin, qui est le centre de décision au niveau de la trajectoire religieuse, au niveau de la doctrine. Autant Ash'arite, bien sûr, le Malikite Ash'arite. Mais l'important, c'est de retenir qu'en fait, les jeunes, ils sont exposés à différentes formes de radicalisation. Il y a la radicalisation physique, dans le contact avec, bien sûr, un tuteur ou ce qu'on appelle un leader, bien sûr, qui lui apporte l'isolement intellectuel nécessaire et donc la base nécessaire pour basculer. Oui, sa nourriture littéraire et intellectuelle pour basculer. Et il y a bien sûr le web. Et en fait, de plus en plus de jeunes, aujourd'hui, ils sont exposés à un message transversal qui est de caractère salafiste. On peut dire, oui, il y a ceux qui... Mais l'important, c'est que dans la réalité des choses, il suffit juste de faire une expérience. Allez-y sur Internet, faites n'importe quel clic. Mettez par exemple au niveau de la pratique, les ibadat, qui n'ont aucune, ou siyasa shar'iyya par exemple, essayez de faire un clic. Vous allez tomber sur un enseignement qui est salafiste. Cet enseignement, il est le niveau, le premier niveau, qui permet une progression vers une forme de radicalisation. Donc ça, c'est déjà, je crois que... Mais bon, d'un autre côté, il faut voir, c'est-à-dire que le Maroc, autant l'institution officielle qui est le ministère des Affaires islamiques et des Habous, et autant que certaines associations comme l'Arabita, ils sont en train de mettre en place tout un... Effectivement, ils viennent de publier la semaine dernière des fascicules pour désamorcer les significations potentiellement violentes de certains termes coraniques. Mais j'insisterai j'insisterai juste sur ça. La vraie bagarre, elle est sur le web. Toute dernière question, vous avez chacun 10 secondes pour y répondre. On en a parlé, on n'a pas eu le temps d'expliciter plus avant les mutations d'Al-Qaïda. Dans l'éventualité où on mettrait fin à l'État islamique, on l'a dit, ça ne veut pas dire qu'on éradiquerait du djihadisme. Est-ce qu'aujourd'hui, d'autres mouvements plus anciens comme Al-Qaïda pourraient reprendre le flambeau et continuer à faire vivre le djihadisme? Vous avez quelques secondes chacun pour répondre. Al-Qaïda est déjà en retour. Alors ça, c'est ce qui échappe les chercheurs. Dans quelle région? Le Sahel? Le Sahel, en Irak aussi. Et surtout sur le web. Et ça, c'est important. Voilà, vous faites écho à ce que me dit M. Boulbar, 10 secondes. Il y a l'ancienne Jabhat Nusra qui est devenue Fath Sham en Syrie, et les différentes succursales d'AQMI au Sahel, elles ont entamé un processus de fusion. Elles sont en train de recruter d'anciens membres de l'organisation État islamique. Donc il y a une forme de reconstitution. Mais l'important, juste rapidement pour revenir sur cet élément, le Maroc, il peut aider l'Europe, il peut aider dans l'échange bilatéral. Mais est-ce que le Maroc est capable de s'aider lui au niveau transversal? Ce qu'il faudra savoir, c'est qu'il n'y a aucun type de coopération avec nos voisins du Maghreb, d'Afrique du Nord. C'est pour ça que, quelque part, il y a toujours un danger qui pourrait venir du Sahel. Vous avez fini avec une question qui fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté vos éclairages. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Et quant à nous, avec toute l'équipe, on vous retrouve mercredi pour un nouveau débrief. Bonne soirée à tous.